En été, il arrive souvent que des gens de passage nous demandent où se trouve le cimetière. Car effectivement, nous sommes au chemin du cimetière des Ukrainiens. En fait, pour expliquer cela, il nous faut remonter dans une histoire beaucoup plus ancienne que cette chapelle, qui est relativement récente. Et nous allons essayer de vous conter cet épisode historique en allant au village de la ferme. Venez, accompagnez-nous au village. Nous voici maintenant au centre même du village de la ferme. Derrière moi, le majestueux bâtiment des Clercs de Saint-Viateur. C'était un ordre enseignant qui avait ouvert ici une école d'agriculture. Cet ordre a cessé son activité dans la région et cette école n'est maintenant plus qu'un souvenir. Nous sommes au milieu d'un grand espace approximativement carré. À ma droite, il y a une petite église avec des beaux murs en granit qui elle-même a cessé de fonctionner après l'extinction de la paroisse et est maintenant acquise par des propriétaires privés. Il y a également quelques maisons d'habitation et une ferme à côté de l'ancien couvent des Clercs de Saint-Viateur. Ce village présente une physionomie qui est tout à fait différente des villages québécois habituels. Ceux-ci, la plupart du temps, nous montrent une belle et majestueuse église autour de laquelle se blottissent les maisons, souvent d'ailleurs alignées le long d'une rue principale. Ici, rien de tel. Le centre du village est un carré, comme nous le voyons ici, qui était jadis, il y a jusqu'à un passé récent, fort joli, mais maintenant est plutôt envahi par les mauvaises herbes. Pour expliquer cette structure assez particulière du village de la ferme, il faut remonter loin dans le temps, et loin dans le temps par rapport à notre région, l'Abitibi, qui est quand même relativement récente. En effet, en 1917, ici a été établi un camp de détention pour ceux qui, au Canada, n'avaient pas encore leur citoyenneté canadienne ou leur permis de séjour permanent, et donc relevaient, de par leur nationalité, de l'Empire austro-hongrois, c'est-à-dire de la nation ennemie lors de la Première Guerre mondiale.
Ces gens-là n'ont pas eu de chance, parce qu'ils étaient partis d'Europe précisément pour fuir les guerres périodiques qui affligeaient ce continent. Et ici au Canada, ils ont été rattrapés par cette situation. On leur a pris le petit commerce ou l'atelier qu'ils avaient créé, leur argent a été confisqué et ils se sont retrouvés ici, ainsi que dans d'autres camps au Canada, comme prisonniers finalement, réputés être citoyens de l'ennemi. Il faut nous imaginer le cadre. L'ensemble des infrastructures et des bâtiments que l'on voit ici n'existaient pas. Il y a ainsi les forêts à l'infini, l'austère forêt boréale, faite de marécages aussi, et réellement inextricable. Et la voie de chemin de fer, qui existe toujours aujourd'hui, c'est la célèbre voie qui va d'un côté à l'autre du Canada et qui a été stratégique pour permettre les communications dans le pays. Cet endroit ici était donc idéal pour établir un camp de détention, parce que comment s'échapper, sinon en cheminant le long de la voie? 2 personnes ont essayé malheureusement de s'échapper, l'une en cheminant le long de cette voie de chemin de fer assez naïvement, et il a rencontré une personne armée d'un fusil qui lui a tiré dessus, je crois par peur ou par stupidité, car c'est un acte inexcusable que de tirer sur une personne sans défense. Un autre détenu a pris le chemin de la forêt pour son plus grand malheur, parce qu'en fait on ne l'a jamais retrouvé. C'est une forêt qui est vraiment inextricable si on ne la connaît pas. Ce camp de détention a été assez important. Je vais trouver mes informations dans un petit fascicule artisanal qui est décrit, Spirit Lake. Son auteur est un certain Jean Laflamme et ça remonte son impression remonte en 1989, donc ça n'est pas très récent. Il y a un tableau intéressant qui montre que dans l'année 1916, le camp Spirit Lake, sur le terrain duquel nous nous trouvons, comptait 1144 détenus et une garnison de 192 militaires. C'est quand même assez important. Ça, c'est le 1er mai 1916. 15 juin 1916, 1016 détenus pour 180 militaires. Par contre, à partir de septembre 1916, le nombre de détenus chute radicalement. Nous en avons 99. Et pourtant, pour une garnison qui est de 162 personnes. Donc, il y avait plus de militaires que de prisonniers. Et en septembre 1916, ça remonte un petit peu pour 109 prisonniers, avec une garnison vraiment importante de 151 militaires. Et le 20 octobre 1916, 106 prisonniers pour 122 militaires. Le 1er novembre 1916, 275 prisonniers. Et le 1er janvier 1917, 257 prisonniers. Et c'est la fin, c'est la fin de ce camp de détention. Donc la période pendant laquelle il a existé a été assez brève, donc de 1916-1917, 2 ans finalement. Je pense que le gouvernement a dû s'apercevoir que ça ne servait pas à grand chose que de faire prisonnier ces gens. Ils ont travaillé au défrichage du paysage aux alentours et le défrichement de ces terres a permis l'installation ensuite d'une école d'agriculture. Tout cela remonte donc à un passé qui pour nous est déjà lointain. Ce n'est pas un camp de concentration, c'est un camp de détention. C'est-à-dire qu'à aucun moment il n'y a eu la volonté de supprimer des personnes, sauf qu'il y a eu pour un nombre quand même assez imposant de prisonniers, la mortalité qui pouvait exister en ce temps. Et les personnes qui ont décédé pendant cette période ont été ensevelies dans un cimetière qui se trouve quelque part dans la forêt. Ici, à côté du couvent des Clercs de Saint-Viateur, il y a une ferme assez importante et devant la grange de cette ferme pratiquement commence un chemin et ce chemin, à l'époque, donc de la Première Guerre mondiale, conduisait jusqu'au cimetière et à côté de ce cimetière, près d'un endroit où nous allons aller par la suite, où nous voyons des grands blocs de granit,
se trouvait un village où il y avait à peu près une soixantaine de familles. C'était donc des femmes et enfants qui avaient voulu accompagner leur conjoint dans ce triste épisode de détention. Encore un petit mot à propos de l'Église. Après la disparition de la paroisse catholique romane, il y a eu une tentative de faire un musée du camp Spirit Lake. C'était une belle idée, bien sûr, mais malheureusement, ce musée n'a pas connu un succès concernant le nombre de visiteurs et a dû fermer assez rapidement. Le problème, c'est qu'il existe peu d'objets réellement que l'on puisse exposer. Les bâtiments étaient en bois rond, donc ils ont disparu au fur des temps ou remplacés par des constructions plus durables. Et il n'y a pratiquement pas d'objet qui ait survécu à tout cela, à part une collection de photos que l'on a retrouvées dans les archives militaires. C'est une histoire originale qui est assez triste, mais qui peut s'expliquer par la mentalité qui existait au début du XXe siècle. Le droit des gens n'était pas connu. Certainement, l'existence de ces détenus a été assez rude, mais dans le cadre d'une existence qui était rude à l'époque. Les hivers ont été particulièrement rigoureux pendant ces années-là, comme malheureusement ils le sont souvent en période de guerre. Et ce n'est pas l'épisode le plus glorieux de l'histoire canadienne, et ça explique peut-être le manque de succès du musée qui lui était consacré. Qu'est-ce qu'il en reste finalement de tout cela? Très peu de choses. La chapelle Sainte-Marie-Madeleine n'a pas de rapport avec cet épisode historique. Elle est d'ailleurs considérablement plus récente. Mais il y a une chose qui se passe là-bas et qui perpétue la mémoire de ces personnes. C'est que là, à chaque fois qu'une liturgie est célébrée, donc l'Eucharistie, lors de la préparation que nous appelons proscomédie, la préparation des dons qui vont être offerts lors de l'Eucharistie, le prêtre cite les noms que nous connaissons des personnes qui sont ensevelies là-bas, en ajoutant « Souviens-toi, Seigneur, également de tous ceux dont on ne connaît pas les noms ». C'est donc une mémoire qui reste malgré tout vivante. Et je vous recommande, si vous êtes croyant, d'avoir une petite pensée de prière pour ceux envers lesquels le sort, faut-il le dire, a été particulièrement injuste. Encore un mot à propos de Spirit Lake, lac de l'Esprit. Ce nom avait été donné à l'époque par les Amérindiens, car ils avaient vu jadis sur ce lac un phénomène lumineux qui leur montrait qu'il y avait là une présence spirituelle. Ce lac a été rebaptisé et on peut un peu regretter qu'il ait maintenant un nom tout à fait ordinaire. Les gens qui ont voulu
Changer le nom de ce lac n'avait sans doute pas trop le sens de la poésie, ni le sens de la mystique, ni même celui de la vie spirituelle. Ici, nous nous trouvons devant des moraines, ces grands blocs de granit qui ont été traînés là lors de la dernière période glaciaire. Derrière cette partie, qui était de toute évidence incultivable, se trouvait le village où une soixantaine de familles étaient assemblées du temps où le centre de détention existait. À côté de ce village, le cimetière, maintenant complètement englobé, recouvert par la forêt, cimetière relié donc au camp Spirit Lake, actuellement les grands bâtiments des Clercs de Saint-Viateur, par un chemin. Les bâtiments disparaissent, surtout ceux qui à l'époque étaient construits en bois rond. Il n'en reste vraiment rien. Les souvenirs disparaissent également. Mais le tracé des chemins, lui, peut rester pendant des siècles. Ainsi, par la voie des airs, nous pouvons voir confusément certaines portions de ce qui était bien certainement ce chemin, alors que le cimetière lui-même n'est plus visible par la voie aérienne.